réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors, la grosse nouvelle aujourd'hui, bien sûr, c'est cette attaque de l'Iran sur Israël. 180 missiles qui ont été lancés. La plupart ont été interceptés par la défense anti-aérienne d'Israël, ce qu'on appelle le dôme de fer. Sauf que là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'Israël va riposter et à quoi ressemblera cette riposte si il y en a une? Eh bien, j'en discute avec Ferry de Kerkhove. Ferry de Kerkhove est un ancien diplomate. Il est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Professeur de Kerkhove, bonjour. Bonjour. Est-ce que Israël va riposter? Absolument. Et c'est ça le drame de toute cette affaire. Parce qu'au fond, le point de départ de quoi? C'est l'assassinat de Nasrallah, c'est l'attaque contre le Hezbollah, mouvement terroriste, on est tout à fait d'accord. Mais c'est évident que quand ce sont les sbires de l'Iran, l'Iran se doit de... Et il l'annonçait déjà depuis longtemps, parce qu'il y a eu les assassinats des leaders du Hezbollah. Bref, on est dans une situation croissante, et l'Iran ne pouvait pas ne pas réagir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'équivalent d'avril, c'est à peu près la même tactique, on envoie des missiles de toutes sortes, sauf que cette fois-ci, il semble qu'ils pénètrent un peu mieux le dôme de fer, mais ça ne fait qu'augmenter la tension dans la région. Et du côté israélien, la donne change aussi. On ne s'occupe absolument plus de Gaza, qui est des otages ou quoi. On est tout fixé sur d'abord Hezbollah et maintenant sur l'Iran. Alors, c'est évident que Netanyahou, poussé notamment par ces gens qui depuis longtemps veulent en découdre avec l'Iran, vont avoir une riposte. Alors, la vraie question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que les Américains vont réussir à contrôler Netanyahou en disant « méfie-toi parce que là, on est en train de dégager une guerre totale dans toute la région, sauf que les pays arabes, eux, ne veulent pas en entendre parler. Donc, ce serait une guerre entre l'Iran et Israël. Mais Israël veut entraîner, au fond, les États-Unis dans cette affaire-là. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre avant Netanyahou, et lui disait qu'il voulait absolument qu'Israël en découdre avec l'Iran, mais avec évidemment l'appui des États-Unis. Or, nous sommes en situation extrêmement tendue d'un côté, et de l'autre côté, vous êtes en pleine période électorale, et vous avez Biden qui rappelle le soutien total en Israël, mais qui mène la politique étrangère? Est-ce que c'est les Américains qui mènent leur politique étrangère ou c'est Israël qui détermine comment ça va se passer? Je m'excuse, je vous donne une réponse très longue parce que les enjeux sont profondément multiples. Oui, et encore une fois, professeur de Kerkhove, quand on parle de riposte, là, oui, il y aura une riposte d'Israël. Je pense que c'est évident. Mais Israël pourrait aussi mesurer sa riposte. Là. Lancer des bombes sur Téhéran, c'est une chose, puis une opération ciblée ailleurs, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une riposte ciblée, une riposte à quelque part pour montrer qu'on ne reste pas indifférent face à cette attaque-là, mais en envoyant également un signal qu'on ne veut pas exacerber les tensions encore davantage? La réponse à ça, je crois que ce sera certainement quelque chose de ciblé, mais probablement plus important que ce qu'on avait vu en avril, où les Israéliens avaient montré qu'ils pouvaient pénétrer l'espace aérien iranien sans aucune difficulté et démolir, je crois que c'était une espèce de batterie de canons pas particulièrement représentative. Mais dans le contexte actuel, j'ai l'impression, surtout qu'il y a quand même eu des bombes qui n'ont pas été interceptées par Iron Dome, et pour les Israéliens, c'est fondamental, parce que ça leur rappelle toutes les horreurs de la Shoah et puis du 7 octobre. Je crois que la cible qui sera choisie par Israël sera certainement plus importante que celle-là. Alors, est-ce que c'est une cible du côté nucléaire? Je ne pense pas parce que le risque est trop grand, mais ce sera certainement une cible plus importante. Est-ce que ce sera la base des IRG, le groupe révolutionnaire iranien? Est-ce que ce sera un endroit militaire? Ce sera une base militaire? Tout ça s'offre à Israël parce qu'ils nous ont prouvé leur capacité de pénétrer l'espace aérien et donc c'est à eux de choisir. Mais est-ce que ça va entraîner une continuité ou est-ce qu'à un moment donné, le jeu va se calmer?
Il ne faut pas oublier que la différence entre avril et maintenant, c'est quand même la mort de Nasrallah, c'est quand même l'attaque actuelle qui est en cours. Et pour les Iraniens, c'est leur bastion au Liban qui est attaqué. Donc, pour les Iraniens, l'enjeu est beaucoup plus grand qu'il ne l'était la fois dernière. Dites-moi, professeur de Kharkov, là, les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, puis qui suivent ce conflit-là de loin, qui n'ont pas nécessairement de parenté dans la région, mais qui s'informent et puis qui voient cette espèce d'augmentation quotidienne de la tension, puis qui se posent la question, coudonc, est-ce qu'on pourrait se retrouver tout à coup dans une situation qui deviendrait incontrôlable et dont les effets se feraient concrètement sentir un peu partout dans le monde, que ce soit sur le plan économique avec la flambée des coûts du baril de pétrole ou encore une étendue de la guerre qui finirait par nous toucher? Est-ce que ce scénario-là, assez dramatique, est-ce qu'il est réaliste? Je me pose la question avec la même intensité que vous et je me dis qu'à un moment donné, les Iraniens ne veulent pas perdre leur régime. Or, s'il y a une attaque qui va se livrer contre l'Iran et qui déferle en une véritable guerre, c'est certain que les ayatollahs vont perdre la mise. Est-ce que les Iraniens vont en souffrir énormément? Mais je crois qu'au niveau de la tension, nous arrivons à un des plus hauts niveaux depuis la guerre de 2006, où les Israéliens avaient dû battre retraite face au Hezbollah. Alors du côté israélien, évidemment, ce besoin de vengeance qu'ils ont. Alors je crois qu'à un moment donné, les pays arabes vont devoir calmer le jeu. Et je crois que c'est sur eux que je vais me fier. Je crois qu'il y aura probablement l'Arabie saoudite qui dira que, écoutez, il commence à en avoir marre. Je ne veux pas que mes champs pétroliers commencent à être des victimes de tout ça. Alors, il y aura certainement une alliance du côté des pays arabes avec les États-Unis face à l'Iran. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que le jeu sera parfaitement calmé. Les prix du pétrole vont certainement augmenter. Mais je ne pense pas que ça ira au-delà de cela, mais ça va dépendre entièrement de l'intensité de la riposte israélienne. Et en terminant, professeur de Kharkov, comment vous voyez la situation évoluer là, au sud Liban? On sait que l'armée israélienne a franchi la frontière hier. Pour l'instant, on parle d'attaques qui sont quand même à proximité de la frontière. Est-ce que vous croyez que ça pourrait prendre une envergure encore plus grande? J'ai l'impression que chaque fois qu'Israël nous dit que ce sont des démarches à petits pas, ils ont l'intention d'essayer d'éliminer les plus grandes possibilités de découvrir les armes du Hezbollah. Je pense que ça va prendre encore pas mal de temps avant qu'on arrive à une entente sur la résolution de 066 des Nations Unies de 2006, où là, il était question de faire en sorte que les Hezbollah ne soient pas au-delà de la rivière Litanie. Autrement dit, les fondements même de l'accord qui avait été conclu, qui n'a jamais été obtempéré, cette fois-ci, il est certain qu'Israël s'assurera qu'il n'y aura plus de bombardement sur sa partie nord. Et je crois que c'est ça l'enjeu le plus important pour les familles, les 100 000 personnes qui doivent retourner chez eux. Merci beaucoup, professeur de Kharkov. À une prochaine. Avec plaisir. À la prochaine. Merci. Thierry de Kharkov est un ancien diplomate. Il est aujourd'hui professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. En 1984, suite au grand succès du bras robotique Canadarm, la NASA offre un premier vol à un astronaute canadien. Il ne reste plus que 19 candidats en lice, dont 13 seront éliminés dans les prochains jours. Parmi 4300 candidats, le Québécois Marc Garneau devient le premier astronaute au pays. C'était le 6e vol de Challenger. J'ai eu peur un petit peu, mais en fait, ça s'est très bien déroulé. Mission spatiale 84. Samedi 5 octobre. Catherine, on a un invité bien spécial en studio. Oui, parce que à Historia, ce samedi 5 octobre à 20h, on présente un extraordinaire documentaire qui se nomme Mission spatiale 84. Et c'est le vol, la mission spatiale à laquelle Marc Garneau a participé, qui était le premier Québécois, mais surtout Canadien, à participer à une mission spatiale. Bonjour, Marc Garneau. Bonjour, Catherine. Je suis encore impressionnée de ce que j'ai vu dans ce documentaire-là. Est-ce que vous vous sentez encore spécial en 2024, 40 ans plus tard après le vol, d'avoir été choisi? Bien, certainement, c'était spécial quand j'ai été choisi parce que c'était un moment historique. J'étais le premier. Depuis ce temps-là, je suis heureux de constater que beaucoup d'autres Canadiens et de Canadiennes
ont eu la chance de voler et que d'ici quelques temps, un Canadien ira autour de la Lune. Alors, on fait du progrès, mais je suis très, très content d'avoir été là au début. Vous ne savez pas encore aujourd'hui pourquoi c'est vous qu'on a choisi. On sait pourquoi il y avait des Canadiens sur cette mission, parce qu'il y avait le bras canadien. Il y avait eu un échange. On avait donné le bras canadien à la NASA américaine en disant, nous, on aimerait envoyer nos astronautes canadiens. Et finalement, vous avez fait partie d'une grande sélection. Il y avait plusieurs candidats. Vous avez même pu voir justement qui étaient ces candidats. Mais on vous a jamais donné la réponse pourquoi c'est vous qui avez été retenu. En effet, je me suis toujours posé la question. Je pensais peut-être parce que je suis bilingue, peut-être parce que j'ai fait une carrière dans la marine avant ça, mais jamais de réponse officielle. Et puis, j'ai vu dans le documentaire que le journaliste Claude Lafleur, lui, a fait des enquêtes et puis il dit que c'est parce que c'est la NASA qui m'a choisi, parce que la NASA faisait partie du comité de sélection quand on était rendu à 19 personnes et c'était possiblement leur recommandation que j'aille le premier. Mais il fallait que vous soyez, à la limite, médecin, ingénieur. Il y avait quand même des données précises que la personne devait posséder. Absolument. Il fallait avoir un degré de l'université, soit en génie, en médecine, en sciences en général, et puis être en bonne santé, et puis avoir une capacité de bien communiquer. Dites-moi, M. Garneau, ce que je trouve fascinant dans le documentaire, c'est le court espace de temps entre le moment où vous dites « Hey, vous voyez passer cette espèce d'appel d'offres, hey, je vais lever la main, ça m'intéresse », et moins d'un an plus tard, vous êtes dans l'espace, là. C'est renversant de voir, on verrait plus ça aujourd'hui, là, quelqu'un qui a jamais été astronaute, qui devient astronaute puis qui est dans l'espace en dedans de 12 mois. Absolument, Philippe. Moi aussi, j'ai été très, très surpris parce qu'en moins d'un an, j'avais été choisi et j'avais fait mon premier vol. Alors, c'était du jamais vu, dans un certain sens. Mon premier rôle sur la navette était quand même assez simple. C'était pas un rôle compliqué, mais de faire cet entraînement dans l'espace d'à peu près 7 mois, c'était vraiment quelque chose de surprenant. Heureusement, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 35 ans. 35 ans. 35 ans. Et on doit parler de l'arrivée. Quand vous êtes arrivé là-bas, quand vous avez été choisi, vous dites dans le documentaire que dans le fond, les gens n'étaient pas très cordiaux avec vous. Il y avait une attitude un peu à la NASA, c'est bien ça? Oui, c'était le début où la NASA a commencé à inviter des astronautes venant de d'autres pays. Alors, j'ai été le deuxième. Le premier était un Allemand. C'était pour nous remercier, comme vous l'avez dit, d'avoir créé et bâti le Canadarm. Mais j'ai ressenti une certaine froideur de la part de certains astronautes professionnels américains qui se disaient ben qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là, Garneau qui arrive du Canada et qui embarque avant nous, puis ça fait des années qu'on s'entraîne, c'est pas juste. Alors, je sentais une certaine froideur, mais en fin de compte, je suis arrivé j'ai été choisi avec un équipage absolument incroyable. 6 personnes, 6 Américains et Américaines. Il y avait 2 femmes, Sally Ride et Catherine Sullivan. Vraiment incroyable et ça s'est bien passé. Avez-vous eu peur? Oui, un petit peu. Quand on est assis dans la navette, durant l'entraînement, j'avais pas peur. J'étais occupé en train de m'entraîner. Mais quand on arrive finalement au moment où on embarque dans la navette, puis on est dans notre siège, et puis le compte à rebours est à 2h30, et puis on sait que la porte est fermée, l'écoutille est fermée, c'est trop tard pour changer d'idée à ce moment-là. Puis je savais que tout le Canada me regardait, puis je voulais pas que... Ce que j'ai trouvé le plus fantastique dans l'épisode que vous racontez, c'est que vous dites dans le documentaire que pendant ces 2h30-là, vous n'aviez rien à faire. Le commandant, il fallait qu'il gère le tableau de bord, probablement son adjoint aussi. Mais vous étiez assis dans le fond, pas de hublot, puis vous avez attendu pendant 2h30, là. C'est exactement ça. Dans ma première mission, j'avais pas de rôle du tout. Dans les 2 autres missions, j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais un astronaute professionnel. Mais dans le premier vol, je regardais le mur, j'écoutais. Et puis, il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis, on pense à beaucoup de choses. Est-ce que j'ai vraiment dit à mon épouse et à mes enfants comment je les aimais? Parce que c'est un moment quand même assez marquant dans sa vie et qui comporte un certain risque. Et puis, on veut savoir que tout est en harmonie dans notre vie à ce moment-là. C'est pas le temps de
si on s'est disputé ou quelque chose comme ça arrive à tout le monde des fois. Donc, je voulais que ça soit en harmonie. Je pensais également, tout le Canada me regardait, je pensais à toutes sortes de choses. 2h30, c'est très, très long. Est-ce que j'avais payé toutes mes factures? Des choses comme ça. Non, mais il faut le dire, 2 ans plus tard, il y a eu l'explosion de la navette Challenger, justement, qui était faite sur le même modèle que la navette sur laquelle vous avez embarqué. Quand c'est arrivé, avez-vous repensé à votre vol et dire ça aurait pu m'arriver à moi? Absolument. C'était le même véhicule, en fait, Challenger. Moi, j'ai volé sur son 6e vol. La tragédie du Challenger, c'était son 10e vol. Et puis, je connaissais l'équipage. Et puis, c'était une preuve très, très concrète que même si on sait que ça comporte un certain risque, ici, on a vu de façon tragique et dramatique que ça pouvait vraiment se passer. Et puis, ça a eu un effet sur tous les astronautes parce que la deuxième fois que j'ai embarqué dedans, je savais. La première fois, j'étais le 13e vol de la navette. Tout s'était bien passé. Cette fois-ci, je savais parce qu'on a tous vu, c'est le visuel de tout ça. Je savais qu'il y avait un certain risque. Et je l'avais vu concrètement. Des gens avaient perdu la vie. Alors, on approchait un petit peu différemment. Pas assez pour démissionner, mais on sait que, oui, ça peut vraiment arriver. Est-ce que le niveau de nervosité était plus élevé la fois suivante que vous êtes monté dans la navette? Je pense que non, dans le sens que cette fois-ci, j'étais un professionnel. Je connaissais tellement bien les systèmes de la navette. J'avais toutes sortes de responsabilités additionnelles. J'avais passé 1 an à m'entraîner, vraiment, avec l'équipage. J'étais beaucoup plus confiant qu'on avait corrigé le problème. C'est comment, finalement, aller dans l'espace? Un coup qu'on est rendu là, comment on se sent? Bien, c'est une expérience qui nous transforme. La grande majorité des astronautes disent la même chose. Quand on voit notre planète, et c'est vraiment le berceau de l'humanité, avec 8 milliards de personnes qui vivent sur cette planète, et particulièrement quand on voit ça contre le noir de l'espace, on sait que c'est notre seule demeure. Il faut en prendre soin. On voit cette petite couche d'air au-dessus de la planète qui est notre atmosphère et qui est tellement fragile et il faut en prendre soin. On voit les océans qu'on partage avec tout le monde. On voit les effets, malheureusement, de la présence humaine sur la Terre. On voit des grands nuages de pollution au-dessus de la Méditerranée, au-dessus de la Chine, au-dessus de la Californie, même au-dessus du Canada dans certains endroits. On voit la terre, l'érosion que cause la déforestation et ça endommage notre planète. Alors, on en est très, très conscient et ça affecte notre perspective après ça. Il y a certaines choses qui sont plus importantes dans la vie maintenant qu'il l'était avant. Monsieur Garneau, c'est tellement intéressant et c'est pas souvent qu'on interviewe quelqu'un qui est allé dans l'espace. Alors, s'il vous plaît, restez là puis on va poursuivre après la pause. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on poursuit notre conversation avec Marc Garneau. Bien sûr, il y a ce documentaire sur Historia, Mission spatiale 1984, qui raconte le séjour de M. Garneau dans l'espace, la première fois qu'un Canadien allait dans l'espace. M. Garneau, vous le mentionnez tantôt, là, vous disiez quand vous êtes retrouvé dans l'espace pour la première fois, puis là, vous voyez la Terre, puis vous prenez conscience de sa fragilité, de la nécessité d'en prendre soin. Puis quand j'écoutais le documentaire, j'y voyais également, à travers vos mots, un appel à la paix. Et je regarde aujourd'hui la situation dans le monde. Cet appel à la paix, il fonctionne pas trop bien, là. Absolument pas. Et puis c'est décourageant parce que quand on regarde cette belle planète, on voit bien sûr, on ne voit pas les frontières. On sait qu'il y a 8 milliards de personnes, 200 pays sur cette planète et on semble incapable de vivre en paix. Il y a toujours des conflits partout. Il y a des douzaines de conflits partout au monde à chaque moment. Alors, encore une fois, c'est quelque chose auquel on pense quand on voit cette planète, parce qu'il n'y a pas d'option B ici. Il va falloir qu'on trouve une façon de s'entendre et de s'occuper de notre planète, sinon on va être des grands perdants. Qu'est-ce que vous pensez des voyages dans l'espace touristiques?
qui sont en train de se faire créer là, par les Elon Musk de ce monde? Ben, il semble y avoir un appétit pour ça. Il y a des gens qui, quand même, ont beaucoup d'argent dans leur poche, qui veulent avoir cette expérience qui est un petit peu comprimée, qui est un peu courte. Une expérience qui transforme ces gens-là, selon leur dire. Je pense que généralement, c'est positif parce que ça fait avancer les technologies spatiales. Alors, on est au tout début de l'ère spatiale sur la planète. Alors, moi, j'encourage. Au début, c'était seulement les gouvernements qui dépensaient de l'argent. Maintenant, les grandes entreprises ont de l'argent et puis ils veulent développer. M. Garneau, dans le documentaire, on voit d'autres personnes, notamment Farah Alibé, qui est là puis qui présente votre mission puis comment c'était à cette époque-là de naviguer dans tout ce monde de la NASA. Mais il y a également votre frère, Philippe Garneau, qui lui n'est pas du tout astronaute, mais quand il a vu que vous partiez pour l'espace, il a décidé de se transformer en journaliste et de raconter votre périple sur les ondes de télémédia, de CKC à l'époque, qui est un peu l'ancêtre de notre antenne. À quelque part. Et là, il arrive ce moment absolument incroyable. Il y a une conférence de presse alors que tous les astronautes sont dans la navette spatiale et on choisit pour poser la première question, ce journaliste du Canada, Philippe Garneau, il vous pose la question et vous le reconnaissez même pas. Mon Dieu, je me suis fait taquiner tellement pour ça. Ma seule défense, c'est que la qualité de la transmission n'était pas excellente et puis j'ai pas reconnu sa voix et puis je me suis fait gronder et taquiner à bien des reprises après ça. En fait, le Toronto Star, vous vous rappelez, en 84, un livre avait été écrit qui s'appelait The Right Stuff. Oui. Et puis, eux m'ont baptisé The Right Stiff. Mais lui, en plus, il a acheté la paix parce que Radio-Canada et CTV se battaient pour la première question. Et là, ils ont décidé de mettre votre frère en disant, écoutez, on peut pas ne pas lui accorder la première question. Absolument, c'était le compromis. Et puis... mon Dieu, je vais le voir la semaine prochaine. Encore une fois, je vais m'excuser auprès de lui. Ouais. Dernière question. Il y a quelque chose d'un peu ingrat dans le métier d'astronaute parce qu'il y a quelqu'un qui vous a suivi tout le long de votre préparation qui, lui, n'est pas parti dans l'espace. Et vous lui devez beaucoup quand même à cette personne-là. Absolument. C'était l'astronaute de relève. Il s'appelait Robert Thirsk. Et puis, il était là. Il faisait le même entraînement que moi. Et puis, on lui a demandé comment il se sentait quand j'ai pris mon vol. Il a dit, c'était comme aller voir un film qui était absolument incroyable et d'être obligé de quitter 10 minutes avant la fin. Voilà. Merci beaucoup, mais heureusement, il a eu la chance d'aller dans l'espace pour 205 jours après ça. Bon. Merci beaucoup, M. Garneau. Merci de votre visite. Documentaire. Oui, Mission spatiale 84, voilà. 5 octobre. Merci encore. Merci. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. La 14e édition de la campagne Mémo Mamo de la Société canadienne du cancer commence aujourd'hui. C'est une campagne qui a comme objectif de sensibiliser les femmes âgées de 50 à 74 ans à passer une mammographie préventive dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein, et ça à toutes les 2 années. Les études le démontrent, là, une détection précoce du cancer du sein peut sauver des vies et la mammographie peut faire la différence. Catherine Beauchamp est avec moi. Catherine, on a une invitée bien spéciale pour en parler. C'est la porte-parole de la campagne. Absolument. Marc-Claude Barrette, animatrice aguerrie que j'ai regardée plusieurs années à la télévision et qui maintenant anime un balado qui se nomme Ouvre ton jeu, qui est, ma foi, fort populaire. Bonjour Marc-Claude Barrette. Ben, bonjour Catherine, bonjour Philippe. Bonjour Marie-Claude. Ça fait plaisir de vous parler. Parle-moi de mes seins, Marie-Claude. Allez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? De tes seins, Catherine. D'abord, là, il faut les avoir en santé. Est-ce que toi, je sais pas, moi, j'ai toujours eu peur d'avoir le cancer du sein. Et quand on m'a appelée pour devenir ambassadrice il y a déjà quelques années, au moment où on m'a appelée, j'ai une amie qui était en train de subir une double mastectomie. Et ça m'a tellement bouleversée d'avoir l'appel du responsable à l'époque. Je me suis dit, je peux juste dire oui. C'est comme un signe. Tu sais, c'était tellement étrange. Et je connais beaucoup de gens, moi, autour de moi, qui ont le cancer du sein. Ouais. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ben, moi, oui. Oui, moi, aussi. j'ai une amie qui vient de m'apprendre qu'elle a un cancer du sein, puis ça m'a hautement affectée. Justement,
Moi, j'ai une tendance beaucoup, je suis très hypocondriaque, mais tu sais, j'ai l'impression que quand quelqu'un tombe malade autour de moi, ça se répercute sur ma santé mentale. Parce que ça t'affecte profondément émotivement, bien sûr. Puis, mais exactement comme toi, Marie-Claude. Oui, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que je me disais, on n'est pas protégé de ça. C'est une femme sur 8 aura le cancer du sein au Québec au cours de sa vie. Donc, c'est des chiffres qui parlent beaucoup. Et au Québec, on a, comme tu l'as dit, Philippe, le programme québécois de dépistage du cancer du sein. Qui se veut un rappel d'aller passer des mammos parce que puis tu sais c'est pour les femmes de 50 à 74 ans et ce qu'on se rend compte c'est chez les femmes de 50 à 54 ans, il faut vraiment faire un travail supplémentaire pour les convaincre parce que quand on reçoit la lettre, on appelle un numéro et on a un rendez-vous pour aller passer une mammo et même si on n'a pas de médecin de famille, c'est pas un enjeu parce qu'on vous prend en charge et en même temps, s'il y a rien, on est content la plupart du temps, il y a rien mais au moins, on a un premier témoin. Donc, si on y retourne dans 2 ans, dès qu'il y a un petit quelque chose de nouveau, là, on peut le comparer. Donc, c'est déjà important d'avoir une première mammo. Et les femmes de 50 à 54 ans, moi, me disent souvent, ou on entend, ben tu sais, moi, il n'y en a pas dans ma famille. Moi, je suis en forme, puis des fois, j'aime autant pas le savoir. Et ça, c'est chez les femmes plus âgées, on va avoir ça. Moi, j'aime autant pas le savoir. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est des bonnes raisons pour ne pas aller passer une mammo. Puis, tu sais, le thème de la campagne, c'est « On vous aime en santé ». Donc, faut aussi le rappeler aux femmes qu'on aime. Des amis, la sœur, la mère, la conjointe. Vas-y. Tu sais, écoute, il faut se montrer les seins. On se fait écraser les seins, mais tout ça, là, t'es à peu près 6 minutes avec la technologue et ce n'est que des femmes qui passent les examens. C'est important de le dire parce qu'il y en a plusieurs que c'est un frein. Elles ne veulent pas y aller si c'est un homme. Alors ça, il n'y a pas de doute, ce sont toujours des technologues féminines. Là, il y a une discrimination basée sur le sexe. Qui sert pour favoriser les femmes. Qui sert bien la cause. Marie-Claude, il y a Katia Gagnon de la presse qui vient de livrer sa chronique. Elle a voulu rester en studio pour te parler aussi, Katia. Bonjour, Katia. Bonjour, Marie-Claude. Écoute, moi, je plaide coupable. Tu sais, ce programme de dépistage-là, il fonctionne effectivement très bien. On reçoit la lettre automatiquement. C'est très facile de prendre rendez-vous. Mais je t'avoue, moi, je suis allée une première fois. Puis là, la deuxième fois, mais il paraît que ça fait mal quand même quand on passe pour la... En tout cas, la première fois. Moi, on m'a dit que c'était pas super agréable. Non, c'est pas le moment le plus agréable d'une vie, mais c'est pas épouvantable non plus. Mais tu vois, t'es pas retourné. Fait que non, je te chicane présentement. Exact, c'est ça. Je plaide coupable. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi, justement, qui... Tu sais, au milieu de toute une vie, toutes les activités qu'on a à faire, les choses à prévoir, la mammographie, ça passe toujours en dernier. Mais j'aurais envie de dire, mets-toi à l'agenda, parce que c'est vraiment ça, tu te mets un rendez-vous à l'agenda. Puis tu sais, Katia, quand on dépiste avec la mammographie, on peut dépister à peu près une masse, la grosseur d'un petit pois, et même dans certains cas, j'ai vu la grosseur presque d'une tête d'aiguille quand les appareils sont ultra sophistiqués. Mais le petit pois, c'est quand même un standard. Et quand on le détecte avec l'auto-examen, quand on se palpe les seins, c'est à peu près gros comme une tomate cerise. Je trouve que ça image bien. Donc, tu sais que si tu sautes, ça veut dire que tu retournes 4 ans plus tard parce que c'est aux 2 ans. Donc, on peut s'imaginer qu'est-ce qui peut se passer en 4 ans. Si 2 ans plus tard, tu as une masse comme un petit pois et tu peux aussi imaginer les traitements qui viennent avec. Les traitements vont être beaucoup plus difficiles si la masse est plus déjà. Ça se peut qu'il y ait une mastectomie complète au lieu d'une mastectomie partielle. Là, je veux pas m'embarquer dans des discussions d'oncologues, mais on peut imaginer si tu es dépisté dans un stade précoce et un stade 4, la différence, elle est très grande. Donc, le but, c'est de sauver le plus de vies possible. Le programme québécois, l'objectif était de réduire de 25 le taux de mortalité. Et je crois que c'est l'année passée, on nous avait dit qu'on atteignait pratiquement le chiffre de 11 présentement du programme. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et c'est vraiment les femmes. Il y a des femmes, je vous dis, entre 50 et 54 ans, justement, qui vont une fois. Regarde, je l'ai fait. Puis là, c'est quoi la question que tu poses, Katia, après? C'est j'attends d'avoir quelque chose? Non, effectivement, c'est un bon point.
Tu sais, qu'est-ce que t'attends, tu sais, puis dites-vous, s'il n'y en a pas dans votre famille, ça veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Alors, le programme est là, ça coûte rien. On met ça à l'agenda, tu sais. Moi, je trouve que c'est simple. Puis, tu sais, moi, quand je vais, je suis toujours stressée de est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Puis quand on m'appelle, tout est beau, écoute. Yes, t'es contente. Pour 2 ans. Hey, oui, Marie-Claude, je comprends une chose, c'est pourquoi ils t'ont choisi comme porte-parole. Parce que je pense qu'il y a Katia qui est là, il y a Catherine qui est là, je pense que tu les as convaincus, toutes les deux, je pense que tu as convaincu à peu près tout le monde qui les écoute. Exactement. Écoute, bravo pour t'être impliqué dans cette cause-là, elle est tellement importante, tu le mentionnais au début, je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a été victime ou qui est victime du cancer du sein. C'est toujours des moments extrêmement pénibles à traverser, beaucoup de douleurs émotivement, physiquement bien sûr, mais émotivement aussi. C'est très, très dur. Alors, bravo de t'engager. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hey, ça m'a fait plaisir. Puis, bonne maman, les filles. Merci. Salut. Ça, c'est la première fois qu'on termine une entrevue comme celle-là. Bonne maman, les filles. C'était Marie-Claude Barrette. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Les nombreuses incertitudes à propos de l'usine projetée de Nordvolt sur la rive sud de Montréal font craindre le pire pour le développement de la filière batterie au Québec. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter si le projet Nordvolt tombe? Est-ce que c'est vraiment la fin de ce grand plan, de ce grand projet du gouvernement Legault? C'est pas tout le monde qui en est convaincu. Il y en a qui croient quand même que le projet filière batterie serait capable de survivre à la fin de Nordvolt. J'en parle avec Donald Olivier. Monsieur Olivier est PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Monsieur Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, il arrive quoi si Nordvolt, ça fonctionne pas? Est-ce que c'est la fin de la filière batterie au Québec, selon vous? Ce qui arrive, c'est qu'il y a 5 projets actifs à Bécancour. Donc, depuis janvier 2023, les projets poussent à Bécancour. Donc, fin de la filière batterie, non, parce qu'il y a déjà des projets, mais la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on pourra aller. Ça, la question se pose, mais assurément, je peux toutes les nommer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, jusqu'où on pourrait aller? Jusqu'où on peut aller sur la quantité de projets qu'on pourrait avoir au Québec, parce que pour l'instant, à Bécancour, on a Ultium-Cam, on a Nemaska Lithium, on a EcoPro, on a Air Liquide, des matériaux avancés Mireille. Donc, ce sont tous des projets que, si vous venez aujourd'hui à Bécancour, vous allez voir 5 chantiers actifs où est-ce qu'on coule du béton, qu'on monte des structures d'acier et Ultium-Cam, Nemaska Lithium et puis aussi Air Liquide prévoit des mises en service progressives à partir de 2025. Donc, c'est demain matin. Donc, assurément, la filière batterie prend racine. À Bécancour, c'est évident pour tous les gens qui résident dans le secteur parce qu'à chaque fois qu'ils passent sur l'autoroute, ils voient tout ça pousser à gauche et à droite. Donc, assurément, ça prend racine. Et puis, clairement, il pourrait y avoir plus de potentiel et ça va aller au-delà de Bécancour, mais assurément, ce qui prend racine à Bécancour, ça se poursuit et ça avance. Bon, tous ces chantiers-là, donc, sont en cours. Là, vous le dites, il y a vraiment du béton qui se coule puis des structures d'acier qui montent, puis on est en train d'embaucher du monde aussi. Oui, c'est plus de 2000 travailleurs de la construction qui se présentent au chantier sur les 5 chantiers à tous les jours. Il y a déjà des embauches. Ultium-Cam, qui est la compagnie créée par GM et POSCO. Donc, ils ont déjà commencé à engager leurs travailleurs. Il y a un séjour en Corée du Sud pour aller faire l'appropriation technique et culturelle. Ils sont revenus. Donc, tout ça bouge. Donc, jusqu'où la filière batterie peut aller, je suis pas en mesure de répondre, mais assurément, je peux vous dire qu'elle existe et puis qu'elle prend forme. Et parler à n'importe quel résident de Bécancour, qui soit connaissant ou pas de la filière batterie, il va vous dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'effervescence dans le parc, assurément. Dites-moi, M. Olivier, quand tous ces projets-là arriveront à terme, là, qu'on sera vraiment construit puis qu'on sera prêt à accueillir des travailleurs, il y a combien de gens, combien de nouveaux emplois qui vont être créés? Ce qui est visé à terme de la filière, là, on peut parler de 4-5 ans, c'est pour Bécancour. Là, j'en ai assez de m'occuper de Bécancour, ça m'occupe quand même beaucoup. On parle de 2500 à 3000 emplois directs. Donc, ce qu'on pourrait atteindre comme potentiel avec la filière batterie, avec les projets qu'on a déjà annoncés, avec des choses qu'on travaille aussi pour faire atterrir aussi à Bécancour. Donc, 2500 à 3000, c'est sûr que la situation qui est vécue, c'est un peu la vitesse à laquelle la transition énergétique va prendre place. Et puis, bien malin, je pense, celui qui peut prédire la vitesse à laquelle ça va se passer, mais assurément, cette transition-là, elle est amorcée. Donc, jusqu'où on va aller? Le plan, c'était environ 2500 à 3000 d'ici 2029-2030. Je me souviens d'avoir lu des articles à l'époque sur les défis qui se posent à Bécancour pour la communauté là-bas, notamment avoir suffisamment de logements pour accueillir tous ces travailleurs-là. Est-ce que c'est encore un enjeu aujourd'hui? C'est un enjeu. Je pense que c'est
aussi peut-être plus large que Bécancour, mais assurément, le fait d'avoir beaucoup de travailleurs en même temps crée un stress. Et il faut savoir que pour une usine, je donne un exemple, une usine de 250 travailleurs à terme lorsqu'elle sera en opération, excusez l'anglicisme, le pic, là, le sommet de travailleurs de la construction, c'est environ 1000. Donc, 250 employés lorsqu'elle sera en opération, mais pour la phase construction qui arrive avant, on parle d'environ 1000 travailleurs. Donc, le stress est déjà vécu en termes de trafic et en termes de logement. C'est sûr que les travailleurs de la construction, parfois, ils ne s'établissent pas, ils sont habitués de passer d'une région à une autre, mais assurément, il y a quand même pas mal de projets immobiliers. Donc, la ville de Bécancour souhaite tirer son épingle du jeu à travers ça, mais les gens sont libres de s'établir où ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, la statistique, c'est environ 70% des travailleurs s'établissent à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Donc, c'est Trois-Rivières qui a le gros des gens pour l'instant. Pour l'instant, mais assurément, il y a plus de services là-bas aussi, écoles, etc. Oui, c'est ça. Et les services n'arrivent jamais avant la population. Donc, il faut que la population arrive pour que les services suivent. Bon, à l'heure actuelle, là, dans l'espace public, la filière batterie, bien sûr, en raison du projet Nordvolt, n'a pas bonne presse. Tout le monde se demande, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le gouvernement du Québec a mis tous ses œufs dans le même panier beaucoup trop tôt? Est-ce qu'ils ont fait les efforts de vérification nécessaires? On ne sait pas trop ce qui va arriver. Il y a de l'incertitude. Sur la perception des choses, est-ce que ça joue contre le projet de Bécancour? Est-ce que cette mauvaise presse sur l'ensemble de la filière batterie joue contre vous ou ça n'a pas véritablement d'impact? Bien, je serais curieux d'entendre la réponse des investisseurs qui choisissent de venir à Bécancour, mais on a quand même toujours des discussions avec d'autres investisseurs et les gens viennent. C'est quand même des décisions assez froides. Hein? Donc, un investisseur qui arrive à Bécancour, il regarde la situation, il regarde les services, il regarde comment il peut faire atterrir son projet. Et puis, bon, OK, ce qui s'écrit dans la presse, c'est une chose, mais clairement, c'est des décisions d'affaires. Hein? C'est carrément des décisions d'affaires. Et puis, c'est sûr que Bécancour est en train de devenir un peu un carrefour parce qu'il y a quand même plusieurs entreprises. Et puis, je pense que les gens, ce qu'ils voient quand ils regardent Bécancour, les investisseurs, c'est que on crée un écosystème, mais il y a déjà un écosystème. Donc, il y a déjà des entreprises chimiques qui font des produits qui peuvent s'insérer dans la filière batterie, dans la chaîne. Donc, Olin, Arkema, Air Liquide. Air Liquide, c'est déjà inséré, donc ils construisent déjà une usine. En venant à Bécancour, tu sais, je voyais des projets en Ontario, donc il y en a un à gauche, un à droite, ils sont tous séparés par des centaines de kilomètres. À Bécancour, ils sont dans un rayon de 5-6 kilomètres. Donc, ça, c'est un gros avantage? Oui, parce Pourquoi? qu'ils veulent raccourcir leur chaîne d'approvisionnement. On a le port, on a un port en eau profonde à Bécancour. Donc, en termes d'approvisionnement, ce qui rentre ou ce qui sort de l'usine, le rail, la route, le port, les usines de produits chimiques, bon, je peux acheter mes produits chimiques à 1000 km ou à 500 km de chez moi, ou je peux l'acheter dans la périphérie même du parc. Donc, c'est sûr que ça joue quand même pour nous. Les gens voient l'écosystème robuste. Et puis aussi, évidemment, il y a des usines qui poussent à Bécancour, mais est-ce que vous avez certainement entendu parler de la vallée de la transition énergétique? Oui. Donc, l'idée derrière ça, c'est de, oui, avoir un écosystème industriel, mais si on veut se donner de la résilience puis de la robustesse, c'est avoir aussi un écosystème du savoir pour être sûr qu'on pourra suivre la technologie et que la technologie évolue au fil des années et même des décennies. Dans un monde idéal, là, pour vous, dans 10-15 ans, Bécancour, ça va ressembler à quoi si tout fonctionne comme vous l'espérez? Bien, assurément, ce qu'on souhaite, c'est avoir des projets reliés à décarbonation et technologies vertes. Donc, on souhaite avoir un parc industriel qui fait des bons choix de projet, parce que je vous dirais, si mon travail, c'était de vendre les terrains à Bécancour, je serais déjà chez moi arrêté de travailler parce que tout le monde veut les terrains. Le défi, c'est de faire les bons choix. On sait tous que les mégawatts on doit les gérer avec parcimonie pour les prochaines années. Donc, le défi qu'on a, c'est de choisir les bons projets en fonction des mégawatts qu'on a, parce que les enjeux de terrain sont pas là à court terme. Il y a quand même pas mal de terrains disponibles. Fait que donc, où est-ce qu'on serait dans 10-15 ans? On serait avec des projets décarbonation, technologie verte, ou des projets qui sont portables les générations futures, en fait. Monsieur Olivier, là, puis je vais compléter avec ça. Je vous écoute, puis c'est quand même assez fulgurant ce qui se déroule à Bécancour à l'heure actuelle. Est-ce que vous croyez que les Québécois, de manière générale, sont au courant de ça? Il me semble que ça passe un peu sous le radar. Oui, puis c'est grave, puis c'est pas grave. Tu sais, dans un sens, c'est pas grave parce que nous, on fait nos trucs, on avance. Le seul truc, la préoccupation que j'ai, c'est être sûr. Je vous avouerai que ça a été quand même un enjeu ou un défi de mobiliser la communauté locale, la communauté d'affaires. Il y a eu déjà des annonces par le passé à Bécancour, et quand moi je suis arrivé, mon travail de communication, c'était de dire préparez-vous, ça s'en vient. Les gens nous disaient on a déjà entendu ça, puis on le verra, on le croira quand on le verra. Là, c'est arrivé. Et puis là, avec tout ce qui s'écrit,
Ben, la crainte que j'ai, c'est que ça a un effet démobilisateur. Puis je suis pas en train de dire que ce qui est écrit est pas correct. C'est juste qu'il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité, puis je suis pas en train de vous dire que nos projets, c'est facile. Des projets, il y a toujours des défis dans des projets, des risques, des défis. Puis un projet, n'importe lequel, vous en faites chez vous, vous en faites partout. Puis un projet, c'est une course à obstacles. Donc, ça vient avec, c'est une course à obstacles. Fait que, oui, ça avance bien. Et puis, mais je pense pas que les gens sont conscients. Et puis, on essaie d'en parler. Assurément, moi, mon travail, c'est beaucoup que les gens locaux, régionaux sachent ce qui se passe. Parce que c'est dans leur milieu de vie. Hein, donc, si on veut être sûr de développer le parc, il faut que les gens soient derrière nous. Puis moi, je dis toujours, la compréhension favorise l'adhésion. Donc, si les gens comprennent ce qui arrive, ils auront le choix d'y adhérer ou pas, mais sur la base d'informations factuelles le plus clair possible. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est super intéressant de vous entendre. Un énorme merci pour l'opportunité. Excellent. Donald Olivier, PDG de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est pas que je veux rendre hommage aux boomers ce soir non plus. C'est juste que je trouve qu'on est dur avec eux autres. Hey! Les boomers sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait rien. Ils ont tout fait. Tu sais que c'est les boomers qui ont inventé ton téléphone, ton ordinateur? Bon, ils ne savent pas trop comment s'en servir, là, mais... Alors, hey, la semaine de 40 heures, ce que ta génération appelle celle de 15. OK? Regarde. Non, mais c'est les boomers qui ont inventé ça. Hey, c'était fait fort, un boomer. Là. Toi, man, check-toi génétique. T'es allergique aux peanuts. Tu digères plus le gluten. Les boomers se sont tués à l'ouvrage. Toi, je pourrais te tuer avec une bâtonne. C'est très, très bien, ça, rendre hommage aux boomers. J'adore ça. T'es content, hein? Mais je fais un peu des deux, là. Tu sais, c'est... Tu tires un peu partout. Je tire un peu partout. Bonjour, José Godet. Bonjour. Salut, bienvenue. Merci de nous recevoir. De changer de studio, comme ça. Ça fait du bien de faire la radio intelligente. Tu vois? L'autre gang, l'autre bord, c'est pas fort, hein? José, c'était la première hier de ton spectacle. Il était temps. Je m'y suis rendue. Écoute, tu m'as quasiment tordu un bras. Je veux que tu viennes voir mon spectacle. Parce que tu m'as vu quand j'ai pris la décision de me lancer là-dedans. Tu m'as vu répéter dans un corridor. Ouais. Tu as vu beaucoup d'étapes du processus. Fait que je me disais, ça n'a pas de sens qu'elle soit pas là. Tu sais, je t'apprécie beaucoup, puis ça me tentait, puis c'est ça. Je peux te dire qu'elle aimait ça, parce que tantôt, quand elle est arrivée, elle dit « Wow! » Tu serais pas dans le studio sinon. Ouais! Mais je suis quand même curieuse de savoir le soulagement qu'un artiste peut avoir le lendemain d'une première médiatique. Est-ce que c'est encore vrai que c'est comme le relâchement pour pouvoir mieux te permettre de faire tes spectacles? Ben c'est bon que tu le demandes là parce que il est arrivé vers 1h cet après-midi. Je suis allé me chercher un lunch ici à Montréal. Tu sais, je marchais dans la rue, puis à un moment donné, là, j'ai été envahi par un sentiment de paix, de quiétude, tu sais, de faire comme... Donc oui, c'est vrai. C'est pas que, dans le fond, tu sais, c'est pas censé rien changer. Tu sais, quand on y pense, je veux dire... c'est quand même les critiques ou les gens qui vont recommander ou pas d'aller voir ton spectacle. C'est ton milieu aussi, c'est tes pairs. Tu sais, t'as des collègues là-dedans, d'autres humoristes que je respecte. Puis moi, hier, c'était un petit mini tapis rouge parce que la salle est petite, puis elle était pleine, elle était déjà sold out, on a eu des problèmes avec ça. Tu sais, je vais refaire une autre première pour les amis du showbiz, etc., au printemps. Fait que, tu sais, j'étais un peu inquiet, mais en même temps, j'avais tellement mis tout mon cœur là-dedans que je me disais, si les critiques n'aiment pas ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas grand-chose C'est exactement ce que je voulais dire. Je ne ferais pas semblant que je veux faire d'autres choses. Non. Le show que je vous présente, c'est exactement ce que j'avais en tête. José, quand tu arrives sur scène là, pour la première fois, es-tu super confiant ou tu es un peu nerveux puis tu te croises les doigts en disant hey, j'espère que mes jokes vont susciter la réaction que j'attends? Hier soir, au début, ta question, parce que les deux, vas-y donc, la différence entre les deux. La première fois, tu veux mourir parce que tu le sais pas vers quoi tu t'en vas. Parce que même si tu es allé tester, comme moi, j'avais été testé 10-15 minutes séparés dans des événements, dans des conditions différentes, dans des pacings différents, tu sais, un ordre différent, parce que l'ordre est important. T'imagines le numéro d'éducation, les boomers avant, l'éducation après. J'ai placé le jeune de 22 ans, puis là, je reviens là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ça rebondit. Donc, ça m'inquiétait beaucoup. Donc, ce soir-là, je veux mourir parce que je pars pour 1h35, 1h40 à cette époque-là. Tu dis, si ça ne fit pas ensemble, je dis, je vais me tuer. Ça n'a pas été le cas, là. Je m'en suis bien sorti. C'était pas une note parfaite, mais c'était une bonne note. Hier, j'ai passé la semaine à me convaincre de ne pas
me sentir envahi. Si, mettons, la réaction sur un gag est pas comme à l'habitude, que la claque d'intro n'est pas aussi forte. Tu sais, je m'étais conditionné à prendre le public pour ce qu'il était et essayer de composer avec. Ça m'a bien servi parce que j'ai eu quelques surprises. Moi, vous le savez pas, mais moi, j'ai eu des surprises. C'est-à-dire, l'habitude, les gens ont beaucoup de plaisir là-dessus, mais finalement, vous avez eu plus de fun à d'autres places aussi. Fait que, tu sais, ce qui est fascinant de ce métier-là, c'est que si c'était toujours pareil, personne ne voudrait le faire. On veut aller sur scène. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau combat. Tu veux t'adapter au public que t'as puis leur donner le meilleur de toi. Puis là, hier, je pense, j'ai trouvé un bel équilibre. Tu sais, j'étais content. Je me suis amusé beaucoup. Mais tu t'es quand même mis en danger. Tu as été connu, évidemment, avec les grandes gueules. Ouais. Tu l'as mentionné hier. Tu fais un petit numéro à la fin sur les grandes gueules. Moi, j'étais pas une fan des grandes gueules dans la vie. Ouais. Fait qu'hier, j'ai été vraiment surprise de t'entendre parce que ce que tu racontes, c'est une histoire personnelle. Tu te racontes avec ta famille, tes enfants, avec ton père. D'ailleurs, on va écouter un extrait. Oui, mon père pouvait te parler pendant une demi-heure sans jamais utiliser un verbe. T'es arrivé à la maison, ben, la belle visite, tu bien? Pis, pendant ça, hein? Les vacances? Ah ouais? Oh ben. La santé? Pas le yam? La job? Plein de cul? Des morouettes? Plein de cul? Nouveau char? Quelle année? Combien de millages? La porte, les moches! Ça m'a fait beaucoup Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un verbe, j'ai vérifié. Zéro verbe. Écoute, je l'ai-tu réfléchi? Puis là, là-dedans, il y a comme un callback qu'on appelle, c'est un truc que j'avais dit plus tôt. Oui, tu parlais du millage des chars. Oui, les autos. Mais ton père, là, écoute, t'as basé un des personnages des Grandes Gueules sur lui. T'en parles quelques fois pendant le spectacle. Oui. Là, comment ton père, là, je veux dire, est-ce qu'il a aimé ça dans sa vie? Décédé je le maintenant. sais, Oui, dans sa mais est-ce vie, que oui. dans sa vie, as-tu aimé ça que tu parles de lui puis que tu le mets de l'avant? Puis, Ben oui, il me demandait toujours des redevances. Ça, c'est drôle. Je vais aller plus large, tes enfants, ta femme, tout ça. Ouais. Ce monde-là, tripes-tu que tu fasses des jokes sur eux, sur scène? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mes deux enfants ont apprécié le numéro des draps. Tu sais, quand je raconte ce qui est arrivé avec les draps, la confrontation parents-enfants, là, des petits trésors, j'avais bien peur, surtout de ma fille. Ma fille a adoré le numéro. Elle dit, c'est tellement vrai. Je peux pas croire que cette scène-là est arrivée dans notre maison. Elle est arrivée. Je l'ai romancée, mais elle est arrivée. Fait que j'étais content. Ça a passé le test de mon gars, ma fille. Mon père, ce qui est étonnant de lui, tu sais, puis j'installe beaucoup dans le spectacle. J'étais pas proche. Tu sais, c'est une génération d'hommes qui il y avait pas tellement de sentiments, on se parlait très peu, tu sais, puis ça rit à chaque fois. Je veux dire, je suis pas le seul qui a vécu ça. Mais en même temps, il était fier de toi. Mais oui, très. Tu sais, tu disais, il essaie d'en parler aux gens, de dire, je suis le père de José Godette. À la fin du spectacle, tu lui rends hommage en disant que c'est un peu à cause de lui que tu fais ce métier-là. Oui, visiblement. La persévérance. Oui. Pourtant, c'est lui qui m'a pas encouragé. C'est ça la beauté, je trouve, de cette histoire-là. C'est-à-dire que il ne m'a pas encouragé, il était pas vraiment présent, il suivait pas ça au début. Est-ce que t'as découragé? Il m'a découragé au début et ça a changé en cours de route et à la fin, dans une clé que je dévoile à la fin du spectacle, c'est que tu découvres que finalement, il m'avait donné un fier coup de main, tu sais, sans même le savoir. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime croire que le parcours que j'ai eu, avec les parents que j'ai eu, la famille que j'ai eue, m'a amené à l'homme que je suis aujourd'hui. Fait que je veux pas renier ou être fâché sur mon passé. Dans la cinquantaine, c'est ce qui est le plus beau. C'est que je n'ai pas à être fâché sur mon passé. Je dois l'embrasser, le comprendre, le guérir. Parce que tu vas même parler de ta séparation aussi. Tu sais, c'est quand même intime. Oui, il faut. C'est Laurent Paquin, il m'a dit là, man, t'as 30 ans de carrière, c'est ton premier one-man show, t'arrives pas là avec 100 livrés, là, ça marchera pas, là. Tu vas te faire tuer si tu fais cette gaffe-là, tu sais, d'arriver avec un show qui aurait parlé de tout et de rien. En tout cas, je m'excuse, as-tu trouvé ça dur, José, de te livrer comme ça? Au début de l'écriture, oui. Puis en cours de route, j'y ai trouvé un vrai plaisir. C'est ça qui est fou, hein? Parce que je le fais, mais tu sais, je veux dire, c'est fait avec beaucoup d'humour. Tu sais, je veux dire, les gens rient, ça crie. Non, on rit beaucoup pendant le spectacle. Beaucoup, mais malgré tout ça, il y a un gros...
là où je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à garder le rythme effréné du rire à la grande gueule, c'est-à-dire de beaucoup rire, mais cette fois-ci d'avoir apporté, c'est pas qu'à la grande gueule, il n'y avait pas de message, là, mais c'était des sketchs, c'était complètement autre chose, mais d'avoir réussi à apporter un petit niveau d'intimité, de tout ça, de finesse un peu plus. Fait que je me dis, j'ai réussi à garder le rythme en amenant une profondeur que je pouvais pas avoir avant. Fait que je suis content du résultat. En tout cas, je vais juste te dire, t'es venu me chercher. À ma grande surprise, t'es venu me chercher. Fait que tu peux pas avoir un plus beau gage que ça. Ouais. Et si les gens veulent aller voir ton spectacle, ils ont juste à se rendre sur ton site web, j'imagine, pour avoir les dates. Absolument. Bravo. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci. Super le fun de t'entendre aussi sur le processus créatif, qui n'est pas toujours facile. C'est cool parce qu'après ça, Philippe, moi, on s'en va à rythme FM. Oui. Ça me fait plaisir de vous attendre. Bye. Enfin, on va avoir des codes d'écoute. Bye. Bye.